Il est vertigineux de penser qu'une partie vitale du corps humain, une structure vraiment absolument essentielle à chaque mouvement qu'on fait au quotidien, Ouais, totalement essentiel. que cette structure puisse être littéralement broyée, éradiquée de l'intérieur. Et ce, sans qu'absolument aucune douleur ne soit perçue. C'est fou, hein? Pas la moindre petite alerte. Pas la moindre. Et c'est justement ce paradoxe terrifiant qui se joue dans les tout premiers stades de l'ostéoarthrite. Et c'est exactement le processus que nos sources du jour nous permettent de disséquer. Mhm. Donc, bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Le but de l'analyse d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de décrypter l'éthiopathogénie des maladies. Autrement dit, on laisse tomber l'observation de surface, les petits symptômes, pour plonger dans les entrailles du pourquoi et du comment les processus pathologiques prennent vie. Et pour y parvenir, on s'appuie sur un guide d'études qui est extrêmement singulier. Il est structuré autour de la loi de Pareto, tu sais, le fameux principe du 80-20. Ah oui, l'idée de se concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Et ce qui rend cette source si précieuse, c'est son parti pris super radical. L'auteur a volontairement expurgé tout l'aspect clinique et diagnostique. Donc, pas de liste de symptômes à apprendre par cœur. Exactement. Il n'y a aucune liste de symptômes, aucune discussion sur les boiteries visibles ou l'aspect extérieur des articulations touchées. Le focus est maintenu à 100% sur la mécanique pathologique pure. D'accord. On regarde exclusivement le moteur de la maladie. Bon, décortiquons ça. Parce que, personnellement, c'est une approche que je trouve d'une efficacité redoutable. Généralement, l'étude des pathologies, ça se ressemble un peu à un constat d'assurance, quoi. On décrit les fissures sur les murs d'un bâtiment en train de s'effondrer. Ouais, c'est une super image. Ici, on ne s'attarde pas du tout sur les murs. On descend directement dans les fondations, avec une lampe torche en quelque sorte, pour examiner la réaction chimique précise qui est en train de désagréger le béton de l'intérieur. Et c'est tout l'enjeu de cette méthode conceptuelle. En fait, comprendre la pathogénèse, c'est pas faire du par cœur, c'est maîtriser une séquence logique implacable. C'est-à-dire? On identifie d'abord la cause initiale, Oui. ensuite le médiateur cellulaire ou chimique, tu vois, celui qui transmet le message destructeur, et enfin la conséquence structurelle. Cause, médiateur, conséquence. Voilà. C'est cette trame causale qui permet de comprendre véritablement l'origine des processus pathologiques, et ce sans jamais se sentir submergé par le volume d'informations. Alors, commençons par l'origine profonde de tout ça. Notre document établit que le point de départ de l'ostéoarthrite, c'est un déséquilibre métabolique. Mais au lieu de la métaphore classique, un peu simpliste, de la baignoire qui se vide parce que le siphon est grand ouvert, Qui est très connu, oui. oui, très connu, mais je visualise plutôt ça comme l'entretien du pont du Golden Gate, tu vois. Ah, raconte-moi ça. Mais d'un côté, il y a l'anabolisme. C'est l'équipe de maintenance qui peint, qui remplace les rivets, qui répare la structure en permanence. Et de l'autre côté, il y a le catabolisme. Ça, c'est le trafic quotidien de milliers de camions, les intempéries, le vent, qui dégradent le pont. Mhm. Et si l'équipe de maintenance voit son budget réduit, ou si le trafic des camions double soudainement, le pont perd de sa masse structurelle jour après jour. Mais l'analogie du pont est redoutablement précise, en fait. Dans notre articulation, l'équipe de maintenance, ce sont les chondrocytes. Et la structure du pont elle-même, c'est la matrice extracellulaire, qui est composée principalement de collagène de type 2 et de protéoglycanes. D'accord, donc l'équipe et le béton. C'est ça. Et le catabolisme, donc ce nettoyage des vieux tissus, il est tout à fait naturel et même nécessaire. Mais la maladie s'installe au moment exact où ce processus de dégradation s'emballe. Ah, quand ça va trop vite. Oui, quand ça surpasse de manière chronique la capacité de synthèse de notre équipe de maintenance, les chondrocytes. L'équilibre bascule et la matrice commence à se dissiper. Ce qui m'amène d'ailleurs à une contradiction qui me pose vraiment problème dans ces notes. Si ce pont interne est littéralement en train de s'effondrer sous le poids de la dégradation, pourquoi n'y a-t-il aucune alarme? C'est la grande question. Oui, en ingénierie, des capteurs hurleraient au moindre fléchissement. Comment un tel catabolisme peut-il ravager une articulation dans un silence clinique aussi absolu? Eh bien, parce qu'il manque un élément fondamental à cette structure. Le cartilage articulaire, c'est un tissu totalement aneuronal. Aneuronal, donc sans nerfs. Exactement. Il est dépourvu de nerfs et aussi de vaisseaux sanguins d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucun nocicepteur, c'est-à-dire aucun récepteur de la douleur dans la matrice cartilagéneuse. Les dommages initiaux n'ont physiquement aucun moyen d'être transmis au cerveau. C'est dingue. Le déséquilibre métabolique peut donc faire des ravages considérables en toute discrétion. Donc la destruction avance masquée, tranquillement. Totalement. Mais bon, la douleur finit inévitablement par frapper.
et souvent avec une brutalité inouïe. Quelle est la mécanique exacte qui finit par déclencher l'alarme, si le cartilage lui-même est muet? Alors là, il y a deux mécanismes précis qui expliquent cette apparition tardive de la douleur. C'est un point super important à retenir. Vas-y. Le premier survient lorsque la destruction a complètement perforé la couche de cartilage et a atteint ce qu'on appelle l'os sous-conal. C'est la fondation osseuse située juste en dessous. Et cet os, lui, il ressent la douleur, hein. Oh que oui. Contrairement au cartilage, cet os est hautement vascularisé et extrêmement innervé. Donc lorsque les pressions mécaniques frappent directement cet os à nu, la douleur est fulgurante. Je l'imagine très bien, ouais. Aïe. C'est terrible. Et le deuxième mécanisme, c'est la propagation de l'inflammation aux tissus mous périphériques, comme la capsule articulaire et la membrane synoviale. Ces structures-là sont riches en terminaisons nerveuses. D'accord. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de réaliser que le corps subit des altérations structurelles massives bien avant que la première impulsion de douleur ne soit générée. En gros, le début de la douleur signe une pathologie déjà très avancée. C'est exactement ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce qu'on a le mobile, ce fameux déséquilibre métabolique, mais il nous manque un peu l'arme du crime. L'arme du crime, oui. Mais oui, les cellules en état de stress, nos fameux synoviocytes et chondrocytes, ils ne démontent pas le collagène à main nue, si on file la métaphore. Non, en effet. Notre document fournit un casting très précis des médiateurs chimiques impliqués. On y retrouve l'interleukine 1 et la prostaglandine E2. Mais si je comprends bien la biologie de l'inflammation, ce ne sont pas ces cytokines qui détruisent la matrice. Non, tu as bien compris. Elles agissent plutôt comme un immense soufflet sur les braises, c'est ça? C'est la métaphore parfaite. L'IL1 et la PGE2, ce sont des amplificateurs. Ok, Leur rôle, c'est d'orchestrer la synovite, de perpétuer l'inflammation et de modifier le comportement des cellules autour. Elles ordonnent littéralement aux chondrocytes d'arrêter de réparer le pont. oh waouh, elles mettent l'équipe en grève, quoi. Pire qu'en grève. Elles leur disent de commencer à produire les véritables armes de destruction, les promatrices métalloprotéinases, ce qu'on appelle plus couramment les MMP. Voilà les véritables coupables. Mais comment ces enzymes, ces MMP, elles opèrent concrètement? On lit souvent dans les notes qu'elles dévorent le cartilage, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans le mécanisme. D'accord. Alors visualise-les comme des ciseaux moléculaires hautement spécialisés. En fait, le cartilage tire sa capacité d'amortissement de son réseau de protéoglucanes. Mhm. Ce sont des molécules qui attirent l'eau pour créer un énorme coussin hydrostatique, et ce coussin est maintenu en place par un filet de collagène. Un peu comme une éponge pleine d'eau dans un filet. Exactement ça. Et les MMP vont spécifiquement cliver, c'est-à-dire couper, les liaisons peptidiques des protéines centrales de ces protéoglycanes, et elles dégradent aussi les fibres de collagène. D'accord, le filet se déchire. Et une fois ces molécules sectionnées, le cartilage perd toute son eau, il se dessèche, il perd son élasticité et il s'effrite au moindre choc. Donc c'est une destruction mécanique pure mais par voie enzymatique. Oui, tout le réseau s'effondre de l'intérieur. Donc notre équipe de maintenance, sous l'influence de l'IL1, se met à produire des ciseaux moléculaires qui découpent la propre structure sur laquelle elle se tient. C'est vraiment diabolique. C'est le mot. Mais du coup, la question cruciale qui se pose, c'est qu'est-ce qui stresse ces cellules initialement pour déclencher toute cette cascade? Eh bien, nos sources détaillent 4 voies d'entrée distinctes. 4 mécanismes causaux qui aboutissent tous à cette même tragédie moléculaire. Et comprendre ça, c'est le cœur de l'apprentissage de cette pathologie, d'après notre guide. Absolument. Il n'y a pas un seul déclencheur, mais 4 voies de développement qu'il faut absolument maîtriser. Et la première dynamique, qui est peut-être la plus intuitive, c'est celle des forces biomécaniques anormales. La surcharge physique, en gros. Voilà. Mais comment une force purement mécanique, disons le fait de porter un poids excessif ou d'avoir une mauvaise conformation anatomique, comment ça se traduit par la libération de substances chimiques? Comment la cellule ressent cette pression? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. La mécanotransduction. Oui. Les chondrocytes, ils sont incrustés dans la matrice. Et lorsqu'une charge excessive et répétée écrase le cartilage, la membrane même de la cellule se déforme physiquement. Ah, elle est écrasée, elle aussi. C'est ça. Et cette déformation ouvre des canaux ioniques à la surface de la cellule, ce qui déclenche un signal d'alerte jusqu'au noyau. D'accord. Le chondrocyte interprète ce stress physique comme une véritable agression. Du coup, il modifie son expression génétique, et c'est là qu'il se met à synthétiser nos fameuses MMP. Les ciseaux entrent en scène. Et le réseau de protéoglycanes est cisaillé, la surface du cartilage se met à peler, c'est ce qu'on appelle la fibrillation,
et l'os en dessous, qui reçoit des impacts sans aucun amorti, se mettent à durcir et à se scléroser. Donc, un simple excès de pression verticale enclenche toute cette destruction enzymatique. Oui, Mais que se passe-t-il si le problème ne vient pas d'une pression verticale pure, mais plutôt, disons, d'un mouvement latéral incontrôlé? Ce qui nous amène à la deuxième voie, non? L'instabilité articulaire qui est liée à une synovite, une capsulite. précisément. Dans cette deuxième séquence, le point de départ, c'est une lésion des tissus de soutien, donc une entorse, un étirement de la capsule, un dommage au ligament, par exemple. Et là, l'articulation perd son maintien. Oui, sa protection mécanique de base disparaît. C'est un peu comme si on retirait les haubans d'un mât de bateau, quoi. C'est une belle image, encore une fois. La structure est peut-être solide en soi, mais elle se met à osciller de manière complètement erratique au moindre petit coup de vent. Exactement. Et le truc, c'est que le cartilage est conçu pour résister à des compressions verticales, mais pas du tout à des forces de cisaillement intenses. Ah, ces fameux mouvements latéraux. Voilà. L'instabilité crée des mouvements de friction anormaux qui arrachent littéralement les couches superficielles du cartilage. Aïe. Et ces microtraumatismes libèrent plein de débris cellulaires directement dans l'espace articulaire. Ce qui nourrit une inflammation massive de la membrane synoviale Qui à son tour relâche de l'hyélin. et qui stimule la production de MMP. Et la boucle est bouclée. C'est un cercle vicieux parfait de destruction par instabilité. C'est redoutable de logique, vraiment. En revanche, je dois dire que la troisième voie m'a fait sérieusement tiquer lors de la lecture des sources. Ah bon? Laquelle? Il s'agit de l'hypoxie du cartilage articulaire. Bon, je comprends bien le mécanisme initial. L'inflammation fait gonfler l'articulation, on a un épanchement synovial. Comme la capsule est un espace fermé, l'augmentation du volume de liquide crée une pression interne énorme. Et cette pression vient écraser les petits vaisseaux sanguins périphériques. C'est tout à fait ça. Donc le sang ne circule plus, l'oxygène n'arrive plus, c'est l'ischémie et donc l'hypoxie. C'est de la pure physique des fluides appliquée à la biologie, en fait. La pression intra-articulaire dépasse simplement la pression de perfusion capillaire. Du coup, le tissu étouffe. Mais attends, c'est là que j'ai besoin de te challenger un peu. Vas-y. La biologie évolutive, elle est généralement beaucoup plus intelligente que ça. Face à l'hypoxie, le tissu ne se laisse pas mourir silencieusement dans son coin. Il sécrète des facteurs de survie d'urgence, comme le VEGF et les facteurs IF, pour stimuler l'angiogénèse, donc la création de nouveaux vaisseaux. C'est vrai. Le but du corps, c'est de ramener du sang et de l'oxygène. Alors pourquoi nos sources décrivent-elles ce mécanisme de sauvetage fondamental comme un accélérateur dramatique de la maladie? C'est une excellente observation. Et c'est justement tout le paradoxe de cette troisième voie. Si on relie ça à une vision plus globale, le corps réagit avec une solution à court terme qui s'avère être totalement désastreuse dans ce contexte spécifique. Pourquoi désastreuse? Eh bien oui, le VSGF va forcer la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Mais n'oublie pas que nous sommes dans une articulation fermée, qui est déjà sous pression à cause de l'inflammation. Oui, il y a déjà trop de liquide. Exactement. Et ces nouveaux vaisseaux ne vont pas se contenter d'apporter sagement de l'oxygène. Ils vont surtout servir d'autoroute pour acheminer massivement de nouvelles cellules immunitaires pro-inflammatoires et du plasma directement dans le brasier. Ah, la catastrophe. Donc le corps tente d'éteindre un feu de forêt en y injectant un mélange d'eau et de kérosène. C'est exactement ça. Et l'afflux de liquide augmente encore plus la pression intra-articulaire, ce qui relance l'ischémie et décuple l'inflammation. Le mécanisme de survie devient littéralement l'arme fatale. C'est tellement ironique. C'est tragique, mais c'est exactement la mécanique de cette voie hypoxique, ce qui nous précipite inexorablement vers la quatrième et dernière voie, le stade ultime de l'effondrement, l'apoptose aberrante des chondrocytes. L'apoptose, c'est ce fameux processus de mort cellulaire programmée? Oui, On arrive donc au point où les cellules décident carrément de s'autodétruire. Mais quel est le signal qui pousse notre pauvre équipe de maintenance à commettre cet acte irréparable? le déclencheur, c'est la toxicité extrême de l'environnement. D'accord. Il y a une accumulation massive de cytokines inflammatoires, particulièrement le facteur de nécrose tumorale alpha, le TNF-alpha, et aussi des radicaux libres comme l'oxyde nitrique. Et tout ça finit par saturer les récepteurs à la surface des chondrocytes. Et la cellule réagit comment? Ces signaux toxiques intenses, ils activent une cascade intracellulaire qui ordonne aux chondrocytes de fragmenter son propre ADN. La cellule s'efface d'elle-même, elle se suicide. Mais attends, il y a des cellules qui meurent et se renouvellent par millions chaque jour dans notre organisme, dans notre épiderme par exemple. Oui, bien sûr.
Pourquoi la perte spécifique de ces chondrocytes est-elle unanimement considérée par nos sources comme le point de non-retour, la véritable ligne rouge de cette pathologie? Parce que, contrairement à l'épiderme ou même à l'os, le cartilage articulaire adulte ne possède quasiment aucune réserve de cellules souches capables de prendre le relais. Ah, il n'y a pas de remplaçant sur le banc de touche? Aucun. Les chondrocytes résidents sont les uniques usines de production de l'articulation. Ce sont les seules entités biologiques capables de synthétiser le collagène et les protéoglycanes. Donc s'il meurt, S'il meurt, l'équipe de maintenance disparaît définitivement. La capacité de régénération de la matrice tombe littéralement à zéro. Une fois l'apoptose déclenchée à grande échelle, la structure est condamnée à disparaître sans aucun espoir de retour en arrière naturel. c'est définitif? Alors qu'est-ce que tout cela signifie au moment de tirer le bilan? C'est la grande question. Ben oui, le métabolisme est inversé, les MMP ont découpé les amortisseurs, l'hypoxie a étouffé l'espace, et les seuls ouvriers capables de reconstruire se sont autodétruits. C'est un tableau sombre. C'est la ruine totale. Et pourtant, quand on observe des radiographies à ce stade d'effondrement, on remarque souvent la formation de ce qu'on appelle l'ostéophytose. L'apparition d'excroissances osseuses massives, tu sais, ce qu'on appelle familièrement les becs de perroquet. Oui, tout à fait. Est-ce que la maladie, après avoir détruit le cartilage, se met à attaquer l'os en y créant ces pics anarchiques? Est-ce que c'est ça la maladie? Alors là, il est vraiment impératif de dissiper cette confusion, car elle est hyper fréquente. L'ostéophytose n'est pas la pathologie active. Ah non? Non, elle n'est que la conséquence structurelle finale de tout le processus que nous venons de décrire. Donc ce n'est pas une attaque supplémentaire. Pas du tout. Face à la perte totale de l'amortisseur cartilagineux et à l'instabilité extrême qui en résulte, l'os sous-chondral est soumis à des contraintes insoutenables. En réaction, le corps tente désespérément de stabiliser cette articulation en ruine. En construisant de l'os. Voilà, il produit du nouveau tissu osseux et un peu de cartilage de mauvaise qualité sur les bords extérieurs. Ça élargit la surface articulaire. D'accord. Le but mécanique de ces excroissances, de ces becs de perroquet, ce n'est pas de faire mal. C'est de créer des cales pour limiter les mouvements erratiques et empêcher l'articulation de se disloquer totalement. C'est un peu comme jeter du ciment à la hâte sur les piliers extérieurs d'un pont qui s'effondre pour essayer de figer le désastre. C'est inesthétique, c'est désespéré, mais c'est une réaction de stabilisation, ce n'est pas la cause du problème. C'est l'illustration parfaite de la règle d'or pour analyser la pathogénèse. La fameuse règle. Oui, cause initiale, puis médiateur, puis conséquence. L'instabilité ou la surcharge mécanique, ça, c'est la cause. Ok. Les MMP, l'IL1 et l'hypoxie, ce sont les médiateurs. Et enfin, la destruction du cartilage et la formation d'ostéophytes en périphérie, ce sont les conséquences. Maintenir cette discipline intellectuelle, c'est ce qui permet de naviguer dans la complexité de n'importe quel processus morbide sans se perdre. Cette approche est effectivement brillante. C'est vrai qu'en retirant les symptômes externes de l'équation au tout début, on a pu véritablement voir les rouages internes s'enclencher. Oui, ça change tout. On saisit l'ironie du silence clinique, juste dû à l'absence de nerfs dans le cartilage. On visualise très bien le travail de sape moléculaire de ces enzymes qui cisaillent les protéines. Absolument. On comprend l'impact dévastateur d'une simple pression physique anormale, le cercle vicieux de l'instabilité, ce paradoxe complètement tragique où la création de nouveaux vaisseaux aggrave la pression au lieu de l'aider. L'eau et le kérosène. Exactement. Et bien sûr, la fatalité d'une mort cellulaire qui élimine nos seuls bâtisseurs. Tout ça pour aboutir finalement à un corps qui tente de souder sa propre articulation avec des becs osseux, juste pour stopper l'hémorragie mécanique. C'est une synthèse vraiment rigoureuse de nos sources. Mais cela soulève une question importante, un véritable vertige intellectuel pour l'avenir de la médecine. Ah, j'écoute. Si la séquence est inéluctablement définie par cet enchaînement cause-médiateur-conséquence, et sachant que la conséquence structurelle finale, la mort des chondrocytes, elle est irréversible car le cartilage ne repose pas, Oui, c'est ce qu'on disait. comment la science médicale pourrait-elle un jour exploiter ces connaissances de manière révolutionnaire? C'est-à-dire. Eh bien, plutôt que de traiter la douleur périphérique une fois qu'elle est là, ou de remplacer l'articulation par du métal une fois le pont effondré, est-ce que la science parviendra un jour à reprogrammer artificiellement ces médiateurs cellulaires? Oh, agir sur les messagers. Oui. Imagine une thérapie capable de bloquer spécifiquement l'action de ces ciseaux enzymatiques, les MMP, ou d'inhiber les récepteurs de l'apoptose déclenchés par le TNF-alpha. Et ça,
au moment très précis où le tout premier signal douloureux de l'os sous-chondral apparaît. D'accord, on intercepte le message. Pourrait-on, en agissant strictement sur ces intermédiaires cellulaires, geler la pathologie dans le temps et sauver les fondations avant l'effondrement total? Suspendre le processus moléculaire avant que la destruction structurelle ne soit entamée. Waouh, ce serait le Graal absolu de l'éthiopathogénie appliquée, franchement. Exactement. De quoi y réfléchir longuement. Eh bien, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir plongé avec nous au cœur de cette mécanique complexe de la destruction tissulaire. Gardez bien à l'esprit que derrière chaque symptôme visible, il y a une cascade moléculaire invisible qui n'attend qu'à être décryptée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage en profondeur.